On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on reçoit nos députés. Dans quelques instants, Louis Lemieux, député à l'Assemblée nationale pour le comté de Saint-Jean. On va parler de l'adhésion aux mesures sanitaires, mais aussi de ce fameux REM au 1035 qui ne viendra pas. Quelles sont les alternatives? Mais d'abord, allons sur la scène fédérale. Est-ce qu'il y aura des élections ou non? En tout cas, la députée de Saint-Jean, elle, aux communes, elle est prête. On la reçoit. On sent que ça bouge ces jours-ci du côté du fédéral parce que, bon, on a vu le Parti libéral du Canada, le NPD qui ont tenu des congrès virtuels. Du côté du Bloc québécois, beaucoup de candidats ont été confirmés en prévision de la prochaine élection. On a vu aussi certains déchirements ces jours-ci du côté des conservateurs avec les questions d'ordre moral qui reviennent hanter la formation. Bref, on est vraiment dans une posture de pré-campagne électorale. Avec nous pour en parler, la députée de Saint-Jean à la Chambre des communes, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Sentez-vous la fièvre électorale? Oh mon Dieu, oui, on la sent. Mais en partant, on la sent toujours un petit peu du moment qu'on est dans un gouvernement minoritaire. On l'a senti beaucoup avant que la troisième vague arrive. Là, ça l'a peut-être un petit peu refroidi, mais on a quand même l'impression là, que le gouvernement s'en retient à deux mains pour ne pas déclencher des élections. Ils ont une belle fenêtre d'opportunité si on se fait au sondage. On a peut-être un peu tassé le scénario du printemps, mais on ne l'a pas complètement écarté. Selon votre boule de cristal, le gouvernement, dans le fond, a jusqu'à quelle date pour se décider ce printemps, là? En fait, ce qu'on entendait entre les branches, c'était la tenue d'un scrutin soit le 14, soit le 21 juin. Le 21 juin nous amène peut-être un petit peu proche de la fête nationale, mais ça n'avait pas l'air trop de les déranger. Dans ce contexte-là, il faudrait un déclenchement à peu près au plus tard à la mi-mai, début mai, mi-mai. Donc, à ce moment-là, ça nous laisse encore quelques semaines, maximum un mois pour voir comment on jugule la troisième vague. Après ça, il va être un petit peu trop tard, à moins qu'on ait vraiment un scénario d'élection cet été, ce qui commence à circuler aussi comme information. On avait la fin août aussi qui était dans les cartons. Là, on voit que tout le monde essaie de se positionner. Bon, les conservateurs ont leurs propres problèmes à l'interne. Le NPD tente de se camper vraiment beaucoup à gauche pour se différencier des libéraux. Les libéraux, eux, de leur côté, ignorent le NPD puis s'attaquent aux conservateurs et surtout à vous, le Bloc québécois. Fait que la lutte du Québec, elle va se jouer sur quoi, au fond? En fait, ce qu'on constate présentement, c'est que tant les conservateurs que les libéraux, pour aller se chercher un certain capital de sympathie au Québec, reprennent ce qui est pour eux acceptable des propositions du Bloc. Donc, ça nous confirme que les propositions du Bloc sont bien collées sur ce que la population veut, mais on a de plus en plus l'impression, avec les conservateurs qui s'effondrent, qu'à la limite, les libéraux pourraient avoir un gouvernement majoritaire sans nécessairement avoir le soutien du Québec. Donc, nous, ça va être de continuer à marteler j'ai le goût de dire ce qui fonctionne, mais ce qui est aussi dans notre ADN, la question de la protection de la langue, tout ce qu'on a fait sur le dossier des agriculteurs. On a travaillé sur Internet, l'accès en région, maintenant un autre gain sur le remboursement des billets d'avion, quoique c'est encore un peu mitigé. Tous ces sujets-là vont continuer à être utilisés parce que oui, c'est notre ADN, mais c'est aussi ce que la population demande et justement, ça fonctionne tellement bien que les libéraux le reprennent à leur compte. Bon, en même temps, souvent, les faits et gestes des partis en pré-campagne nous traduisent pas mal de ce qu'on pense. Autrement dit, je regarde dans le comté de Saint-Jean, le NPD, en tout cas à ce jour, je n'ai pas vu personne être sur les rangs. Les conservateurs peut-être, un petit peu actifs ici localement, avec M. Benoît, entre autres. Les libéraux, le parti majoritaire actuellement, le parti au pouvoir, en fait, je devrais dire, en tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours pas de signaux de qui que ce soit contre vous dans le comté. Donc, est-ce que vous pensez que le parti au pouvoir actuellement, comment je dirais, prend pour acquis que Saint-Jean n'est pas dans l'équation pour eux, il n'est pas prenable? Il y a peut-être deux façons de le voir. Soit effectivement, ils ont abandonné la lutte, puis ils vont présenter quelqu'un qui va faire la campagne parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la campagne. Soit ils ont dans leur carton une très grosse pointure qui ne peut pas être annoncée maintenant. C'est quand même l'autre scénario qui peut exister. Mais j'ai quand même plus l'impression qu'ils sont présentement à protéger ce qu'ils ont déjà. On les voit faire des annonces dans Brome-Missisquoi, dans Châteauguay-Lacolle. On voit des endroits où leurs sièges sont un peu plus en danger. Je pense à Hochelaga aussi. Ils sont très actifs à ces endroits-là. Et ils ont l'air d'être moins en mode aller faire des gains dans des circonscriptions qu'ils ne possèdent pas présentement. Bon. Quels sont pour vous les enjeux qui sont quand même courants en ce moment, là, mis à part le fait qu'on sera peut-être ou non en élection dans les prochaines semaines? Pour vous, ici, actuellement, dans le comté de Saint-Jean, qu'est-ce qui vous préoccupe?
Bien, entre autres, vu notre nature agricole, je travaille beaucoup présentement avec mon collègue Yves Perron sur la question des travailleurs étrangers Oui. temporaires. Il y a la problématique du test auto-administré sous la supervision de la compagnie Switch Health, qui semble être une espèce de 2.0 de We Charity, où avoir la ligne en français prend 3 heures, alors qu'avoir la ligne en anglais prend 5 minutes. Donc, il y a cette problématique-là où on doit faire passer un test au 10e jour pour les travailleurs agricoles, mais des fois, on n'a pas le résultat avant 20 jours, 25 jours, là, bien longtemps après la fin de la quarantaine. Là, on se dit, bien, c'est le début, on est dans le début de la saison agricole maraîchère, ça pose problème. L'enjeu du Richelieu qui va être... qui est porté par mes collègues qui sont le long du Richelieu. On vient d'avoir une conférence sur l'environnement. Tous les sujets ont pointé vers le Richelieu. Le chef a aussi réitéré son intention d'en faire un sujet de campagne, de la protection du Richelieu au niveau environnemental, mais aussi son développement au niveau touristique. Puis il sait que j'ai un intérêt pour des projets comme Allô Richelieu. Donc ça va être dans la ligne de mire là, pour la prochaine campagne électorale. Avez-vous un enjeu à l'égard des frontières? Nous, évidemment, on est un comté ici près des frontières américaines. Bon, de mois en mois, c'est toujours reporté, mais encore là, on voyait cette semaine des snowbirds se faire déposer à Plattsburgh, prendre un taxi américain, comme on dit, se faire dropper aux frontières pour éviter la fameuse quarantaine qui coûte quand même extrêmement cher si on arrive à Dorval. Qu'est-ce que le Bloc pense de ça? Bien, en fait, nous, on avait demandé à ce qu'il y ait quand même un suivi important fait aux frontières, puis qu'il n'y ait pas justement de passe-droit. On a vu une diminution des entrées par les aéroports en même temps qu'on a vu une augmentation des entrées à la frontière. Et on ne voulait pas que ça devienne finalement une espèce de brèche qui permettrait de ne pas être aussi bien assujetti aux mesures sanitaires. Le gouvernement est en train justement de tenter de corriger le tir. N'importe qui entre au Canada, peu importe son point d'entrée, doit faire le test comme les travailleurs agricoles, s'auto-administrer les couvillons dans le nez sous la supervision de Switch Health. On n'est pas contre le principe, mais le problème, c'est qu'on voit que ça ne fonctionne déjà tellement pas avec les travailleurs agricoles qu'on s'attend à ce que ce soit absolument chaotique avec les snowbirds. Mais au niveau de la réouverture de la frontière, ce qu'on constate, c'est que maintenant, pour la première fois depuis le début de la pandémie, les États-Unis ont une diminution de nombre de cas per capita. Ils sont en avance au niveau de la vaccination. Et eux, ils ont intérêt aussi, économiquement parlant, à ce que la frontière soit réouverte. Une des choses qu'on entend entre les branches, c'est qu'ils pourraient peut-être être intéressés, après avoir fait du protectionnisme au niveau de la production de leurs vaccins, à nous en shipper quelques-uns, question qu'on soit à niveau et qu'on puisse éventuellement réouvrir aussi. Est-ce que les programmes d'aide pour les employés ou les entreprises, quoique ça, c'est un peu plus le provincial, mais disons, en ce qui a trait au fédéral, est-ce que les programmes d'aide sont toujours de mise en ce moment de ce que vous voyez sur le terrain? Ça avait été annoncé il y a quand même quelques mois déjà que ce serait valide jusqu'au mois de juin. Souvent, ce qui est ajusté au fur et à mesure, c'est par exemple la proportion qui peut être utilisée comme subvention. Quand je pense à la subvention salariale, c'est ajusté à chaque mois en fonction de l'évolution de l'économie. Est-ce qu'on couvre 65 des salaires, 75 des salaires? Mais il était annoncé que ce serait jusqu'au mois de juin que ça se maintiendrait. Ce qu'on comprend, c'est que ça va fort probablement être prolongé quand on pense notamment à tout ce qui est touristique. La saison touristique cet été ne sera pas facile. Donc ça, on sent que c'est dans les cartons, ça va se maintenir. Au niveau des particuliers, ce qu'on constate présentement, c'est qu'il y a beaucoup un transfert des programmes comme la PCE, PCRE vers l'assurance-emploi. L'assurance-emploi qui avait déjà un système informatisé fonctionnel, on tente de plus en plus de transférer les cas pour que l'assurance-emploi soit le premier payeur et non plus les PCRE. Avez-vous de ce que moi j'appelle des cas de comté, c'est-à-dire des citoyens là, qui vous appellent au bureau là, pour toutes sortes de problèmes liés justement avec ces programmes d'aide ou d'autres types de problèmes en lien ou non là, avec la pandémie? Oui, beaucoup, c'est maintenu parce que justement, quand on arrive à la fin de certaines prestations, on peut être envoyé à l'assurance-emploi et le transfert ne se fait pas nécessairement 100 heures. Et inversement, si on a réussi à appliquer pendant un certain temps à l'assurance-emploi et qu'il reste un potentiel de semaines utilisables dans notre dossier, on ne peut pas être transféré à la PCRE, par exemple. Et il y a des problèmes de communication entre Service Canada qui gère l'ARC, la PCRE et l'assurance-emploi. Donc, il y a encore ces problématiques-là de départements qui ne se parlent pas et de dossiers qui sont incompatibles alors qu'on essaie de transférer beaucoup, visiblement, du côté du fédéral d'un programme vers l'autre. Donc, c'est présentement ça, des problèmes d'arrimage qu'on entend présentement. Et quand le bureau de comté intervient, est-ce que finalement on finit par faire bouger les choses un peu?
Assez étonnamment, oui. Et là, justement, j'en parlais avec ma collègue Diane là, qui s'occupe de ces dossiers-là. Récemment, elle est chanceuse d'être tombée sur des bons agents qui ont permis de faire avancer les dossiers, de donner l'information la plus à jour aussi, parce que ça change assez rapidement. Des fois, en quelques jours, les directives changent. Donc, ça permet, oui, de faire débloquer, mais surtout de donner un meilleur éclairage à la personne qui se demande est-ce que je suis admissible à l'assurance-emploi ou à la PCRE, qu'est-ce qui est le plus avantageux. Donc, il y a beaucoup d'informations qui se donnent en plus de faire débloquer les dossiers quand ils sont dans des zones grises, parce que c'est surtout ça qu'on a présentement, des dossiers dans des zones grises. Bon, là, vous allez donner des arbres en fin de semaine? Oui, en collaboration avec Boom, on va pouvoir donner des arbres dans le contexte de la Journée de la Terre. Puis je disais un peu à la blague, le premier ministre qui en promettait 2 milliards, qui n'en a toujours pas donné, bien, moi, je vais l'avoir devancé de 50 arbres parce que c'est le nombre qu'on va donner avec la shop agricole. Bon. En terminant, moi, évidemment, je vous suis sur les médias sociaux. J'ai été un peu attristé de comprendre que vous étiez allergique à votre propre chat. Mais c'est pas le cas, c'est un poisson d'avril. Non! Ah, c'est un poisson d'avril! OK, mais j'ai mordu. J'ai pas vu la finalité de l'histoire, donc moi, je pensais vraiment que vous étiez malheureusement attristé de devoir donner le chat en question. Ah non, je pense que j'aurais enduré beaucoup d'allergies pour garder mon petit rameau, mais il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées pour me donner un coup de pouce, pour en prendre soin, pour le garder. Il y en a qui m'ont même référé leur allergologue parce qu'ils trouvaient ça vraiment triste comme situation, mais non, c'était un poisson d'avril. Je voyais des gens qui vendaient leur chalet, qui venaient d'acheter puis qui adoraient. Je disais, oh, ça ferait un bon poisson d'avril, ça aussi, si je parlais de mon rameau. Donc non, je le garde avec moi. Donc, le rameau est toujours de ce monde sous votre toit. Oui. Bien, Christine Normandin, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler. Puis on verra bien sûr si des élections seront ou non déclenchées d'ici la fin du printemps. À ce moment-là, il y a des pancartes qui risquent de pousser à une place puis à une autre. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt. Reste avec nous. Au retour, on parle avec le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale à Québec, Louis Lemieux. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf? Oui, donc on va mettre nos masques. Oh oui, c'est vrai. On parle avec Joey Savoie qui vient tout juste de se qualifier pour le PGA Tour Canada Mackenzie Tour, Alex. Manquez pas ça. Four! Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Premier ministre Legault l'a dit en milieu de semaine, il faut être patient. Les choses ne changeront pas beaucoup d'ici le 24 juin. Un peu le couvercle sur la marmite. Évidemment, notre situation au Québec est quand même meilleure que celle de l'Ontario ou ailleurs dans le monde. Mais on sent une fatigue. L'adhésion aux mesures, et pourtant c'est la clé du succès, est difficile. Là, l'histoire des masques à l'extérieur, c'est dur à avaler pour certains. Bref, on va essayer de ventiler avec notre député qu'on rejoint à Québec, à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Un autre qui va se plaindre des masques, là. Est-ce qu'il fait bon vivre à Québec? Parce que c'est un lieu extrêmement dangereux, M. Lemieux. En fait, c'est un des 4 lieux au Québec qui est en état d'urgence. Il y a un autre mot pour ça, là, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Effectivement, c'est assez frappant, je te dirais. Surtout qu'ici, le choc a été grand parce qu'on est parti de la zone orange pour tomber en mesure spéciale d'urgence, là. Alors, c'est pas juste le 20 heures du couvre-feu, là, c'est les restaurants qui étaient ouverts qui ont fermé. C'est vraiment un recul net qui était proportionnel à la flambée. Puis, on pense qu'on vient d'arriver de voir le haut du pic, là, mais là, ça a flambé pour vrai, comme en Beauce-Appalaches, comme en Outaouais. Bon, et c'est là qu'on sent que ça prend juste une allumette, et on l'a vu avec l'histoire du gym à Québec. Bon, heureusement, à Montérégie, nos stats sont quand même pas tant mauvaises ici par rapport à d'autres régions, mais on voit que ça prend juste une allumette pour changer les affaires, là. Il y a là le problème. Effectivement, on l'a dit depuis le début, en fait, c'était même la logique au début de rester dans le rouge alors que nos chiffres étaient un peu meilleurs parce que c'était sensible, délicat, pour ne pas dire fragile à Montréal et à Laval. Surprise, la semaine d'après, c'est pas à Montréal puis à Laval, c'est à Québec puis ailleurs, mais la logique est encore la même, Éric. On est vraiment là avec les gens qui font le navettage, avec la proximité, avec tous les services qu'on a en commun.
on est à bout de bras d'une zone qui pourrait, si elle s'enflammait, nous faire brûler tout le monde. Il est là le danger. Quand on voit, je regardais les récentes projections INSPQ, INSQ et compagnie, puis tu sais, il y a souvent deux colonnes, hein? Adhésion forte, adhésion moyenne. Et on le dit, l'adhésion aux mesures, c'est un peu la clé du succès. Or là, ça fait 1 an que ça dure et plus. Les gens en ont ras le pompon. Voient le printemps comme une bouffée d'air où on peut aller dehors, essayer de voir du monde, marcher un peu en gardant nos distances et compagnie. Là arrive l'histoire du masque à l'extérieur. Comment on fait rentrer ça dans la gorge du monde? C'est difficile, ça. D'abord, on ne veut pas le rentrer dans la gorge du monde, puis on ne veut pas que ça pète aux frettes non plus, parce que tu as raison, l'adhésion, c'est la clé. À partir du moment où on se fait donner des projections qui disent si l'adhésion est faible, vous allez avoir autant de troubles, puis vous allez avoir un peu moins de troubles, ça va aller un peu mieux si l'adhésion est bonne. On n'est pas cave, là, on voudrait une bonne adhésion. Mais il y a des limites à la capacité du gouvernement d'avoir des mesures et des consignes qui sont conséquentes, cohérentes, intelligentes et tout ça, qui ne surprennent pas parfois, comme le masque. Et pourtant, Éric, là, quand on y pense, là, le masque, c'est le gros bon sens, dans la mesure où on a des variants en ce moment qui sont plus virulents, qui sont plus féroces et qui sont plus contagieux qu'on n'a jamais vu pendant cette 3e vague-là. Donc, si on a été capable de se dire que c'était juste normal qu'à l'intérieur, on porte un masque parce qu'on côtoyait des gens puis on ne voulait pas prendre de risques, tout ça. Si on multiplie le risque, si on multiplie la férocité puis la virulence de ces variants-là parce qu'on nous dit que c'est normal que quand on se promène avec quelqu'un dehors, puis je vais prendre l'exemple des golfeurs parce que c'est ceux qui font le plus en ce moment les bomber le torse en disant voyons donc, quand je suis en train de me battre là, dans les hautes herbes avec ma balle tout seul, il n'y en a pas de problème. Non, mais quand tu arrives pour poter, puis que tu fais un high five avec ton voisin ou ton partenaire en disant hey, je l'ai eu. Là, on est content, on parle fort, on est dehors, ils vendent. On a des circonstances auxquelles on n'était pas encore, je m'excuse, mais guéris pour comprendre puis adapter. Au final, c'est pas la règle du bon jugement qui devrait s'appliquer. Je donne un exemple. Si je m'en vais jouer au golf tout seul avec ma blonde... Il n'y en a pas de problème. Tu es dans une bulle tout seul avec ta blonde. Il n'y en a pas de problème. Bon. Mais parlant de ça, il faut quand même le noter. Là, hier, on entendait un couple qui n'habite pas sous le même toit. Ils peuvent coucher ensemble, mais il faut qu'ils portent un masque quand ils se voient dehors. Ben oui, mais c'est beaucoup plus pour les autres que pour eux, là. Puis pour la police. Puis à quelque part, là, on peut jouer à ça toute la journée, Éric, puis tu vas trouver plein de cas, puis je vais te dire, ben oui, celle-là. Regarde, ils ont fait ça là, en quelques jours, ces règles-là, puis à un moment donné, ça fait 1 an qu'on accumule des règles dans l'urgence. Mais la clé, dans le fond, Éric, là, elle est là. C'est qu'on s'ajuste, on s'adapte. On est tanné, ça fait 1 an, mais on oublie que pendant cette année-là, à tous les jours, il est arrivé des choses, ou régulièrement, il est arrivé des choses qui ont changé la donne. Là, le gouvernement a dit, regardez bien, là, puis tu l'as dit en commençant, le 24 juin, là, fin juin, là, théoriquement, puis c'est parti pour ça en ce moment parce que les chiffres sont bons, on va tous être vaccinés. C'est pas vrai que ça va tout régler, mais c'est vrai que ça va nous donner une marge de manœuvre jusqu'à temps qu'on reçoive la prochaine tuile qui va nous tomber sur la tête, qui va nous dire qu'il y a un problème ou je sais pas quoi. Mais en attendant, quand on va être vacciné, la marge de manœuvre, ça va être beaucoup plus facile à vivre. En attendant, il faut se dire que le gros bon sens, et puis il y a des gens qui me disent « ça n'a pas de bon sens de porter des masques dehors », mais je m'excuse, mais faites le tour des pays du monde en ce moment qui ont frappé les 3e vagues. Là. En Italie, là, le masque est de rigueur partout. Pour moi qui le dis, j'ai entendu ça dans une entrevue avec un Italien avec Paul Arcand ce matin. On oublie qu'il n'y a pas juste nous autres. Là. Tu as commencé en disant « regardez en Ontario, regardez dans l'Ouest canadien ». Mais pourtant, nous autres, on fait juste se regarder comme ça. Il faut regarder ça globalement. Puis globalement, en ce moment, personne ne sait ce qui s'en vient. Là. Parlant de vaccination, ça semble aller rondement en Montérégie, ici même à Saint-Jean, au Bougainvilliers. On recevait les gens de la vaccination la semaine passée. Notre député, lui, qui est dans les groupes d'âge cible, a-t-il été vacciné ou le sera-t-il bientôt? J'avais un rendez-vous sur la liste du 1er mai au Bougainvilliers, mais le ministre de la Santé a signalé à tout le monde que si on pouvait aller aux 55 ans et plus sans rendez-vous AstraZeneca, on libérait des places pour d'autres. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dimanche matin. Je suis rentré là comme d'un moulin. Je suis ressorti plus vite. En fait, le plus long de tout le processus, comme j'ai écrit sur Facebook, c'est l'attente de 15 minutes à la fin avant de partir. Bien, on a un collègue qui est allé ce matin. Là. On a un collègue qui est allé ce matin, justement.
Et je n'ai pas de rapport encore de comment ça allait, mais ce matin, théoriquement, on faisait ça au Bougainvilliers aussi, sans rendez-vous. Oui. Et on va en avoir de plus en plus parce que, justement, l'AstraZeneca, il faut comprendre le contexte. Là. On ne fera pas l'histoire au complet, mais l'AstraZeneca, on en a beaucoup, il faut les passer vite, puis c'est pas pour tout le monde. On voit dans la région de Québec, là, ils ont recommencé à faire du délestage au niveau des services de santé. Ici, en Montérégie, les stats sont quand même pas tant mauvaises. Avez-vous des infos particulières sur l'hôpital du Haut-Richelieu? Est-ce qu'on est correct dans l'équation en ce moment? On est... Bien, ça dépend des jours, là, mais on est dans la moyenne de la Montérégie, qui est quand même, toute chose étant égale par ailleurs, là, qui est en bonne posture. Ouais. Mais on est quand même, au total, en délestage. Là. Tu sais, je veux dire, les gens qui vont se faire opérer pour des chirurgies de n'importe où dans le Grand Montréal, ils finissent par compter dans notre total parce qu'on n'opère pas seulement des gens de chez nous pour tout ce qu'on fait. Il y a encore du délestage chez nous. La vérité, c'est que si ce n'était pas des cliniques privées, on a 23 contrats, je pense, avec des cliniques privées, on serait à presque 30 de délestage. C'est énorme parce qu'on partait déjà avec 100 000 quelques cas qui attendaient. Alors, il faut absolument se dire que deux bienfaits à bien faire. Le premier, c'est de se protéger. Le deuxième, c'est que quand on se dit protéger le réseau de la santé, il ne faut pas attendre que les portes soient verrouillées. Là. En attendant, les cas de COVID, ils prennent de la place qui ne peut pas être donnée à d'autres et du personnel. Il est là le problème. Dites-vous pas là, qu'on en a des lits en masse. Ce n'est pas les lits le problème, c'est le personnel. On n'en a pas tant que ça. Je posais la question un peu plus tôt à la députée fédérale quant aux mesures d'aide aux citoyens, aux particuliers, le PCRE et compagnie. Du côté de l'aide aux entreprises qui vient davantage du provincial, vous, de ce que vous sentez actuellement dans le comté, est-ce qu'il y a encore des entrepreneurs qui ont besoin d'aide? Quelle est l'aide qui est disponible? Ça se fait via la MRC, NextDev et compagnie. Bref, comment ça marche? En fait, c'est un guichet unique qui est chez NextDev, qui est le sous-traitant, si on veut, de la MRC, qui reçoit les fonds du ministère de l'Emploi et de l'Économie et de l'Innovation. Et on est rendu, je pense, au 3e ou à la 4e rallonge. Là. En fait, ça va de mieux en mieux et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a adapté le programme au fur et à mesure. Il y a été un moment donné, on allait tout le temps en reculant au début. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge vers la fin. C'est-à-dire, au lieu d'être rétroactif à 4 ou 6 mois par le passé, on dit aux gens, quand ça va arrêter, puis vous allez recommencer à ouvrir, on va continuer de vous aider le mois prochain, le mois suivant. Alors, on est en train d'adapter pour aider à la relance puis à la reprise. Effectivement, ces deux programmes qui ne font qu'un, le POP-ME, PAU-PME, ça, c'est l'aide aux entreprises. Mon gros problème avec le PAU-PME, c'est que si on n'est pas éligible, si on n'est pas dans les catégories que ça prend, ou si, chez NextDev, on nous dit qu'on n'a pas un bon dossier, on ne peut pas avoir accès au deuxième programme, qui est celui qui rembourse les frais fixes pour les fermetures obligatoires. Mais à un moment donné, on a quand même confié tout ça. On a vraiment décentralisé. On a confié l'administration de ça et la gestion de ça aux régionales qui connaissent le mieux les gens avec qui ils font affaire. Bon, vendredi matin, on a procédé donc aux annonces, les investissements annuels par rapport au réseau routier, tout ça en Montérégie. Pour le comté de Saint-Jean, ça implique quoi, ces annonces? Bien, c'est des projets qu'on connaissait déjà parce qu'on les attendait et que là, on va voir. Considérant les délais entre l'enregistrement de cette entrevue et la diffusion, je ne veux pas m'engager sur des projets en particulier, des montants en particulier, mais je veux te dire que l'ensemble de ce qu'on est capable de faire est augmenté, si on veut le dire comme ça, à cause du projet de loi 66 qui nous permet de faire certains projets. Pas mon inquiétude, mais mon souhait, c'est qu'on ait assez de monde pour tout faire ça. Parce que c'est bien beau avoir de l'argent. On a rallongé des milliards dans le PQI, le programme d'infrastructure, et puis on met beaucoup d'argent dans ces programmes d'entretien parce que c'est autant l'entretien qui nous coûte cher pour le réseau de transport que les nouveaux projets. Mais au final, il faut qu'on trouve les entrepreneurs puis les travailleurs pour faire ça. L'année dernière, on a eu notre meilleure année à vie. On a encore plus d'argent cette année. J'espère qu'on va encore avoir notre meilleure année. Bon, et restons dans les transports. Dernière question. Le fameux REM, là, au 1035, qui n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les alternatives? On s'en était pas parlé, toi. Puis moi, j'ai dit, pourquoi il n'a pas compris ce que c'était, le REM, Éric. Il ne m'appelle pas pour en parler. Écoute, c'était une fausse bonne idée ou une bonne mauvaise idée, appelle ça comme tu veux, quand la Coalition Avenir Québec, avant les élections, un an avant, a promis le prolongement du REM parce qu'une fois que CDPQ Infra, qui est le bras d'infrastructure de la Caisse de dépôt et placement qui fait le premier REM, a étudié pendant un an et demi
tout ce qui avait trait à ce prolongement-là. Ils nous sont revenus avec des conclusions qui étaient sans appel. Écoute, ça coûte beaucoup trop cher. Il n'y a pas assez de monde qui embarque dessus. Puis surtout, ça ne fait pas la différence dans la capacité qu'on a d'emmener le monde à Montréal plus vite. Alors, qu'est-ce que ça donne de dépenser une fortune et de le faire dans des conditions, disons, parce que je te dis que ça coûte trop cher et que c'est pas efficace. Efficace dans le sens où il n'y aura pas assez de monde dedans. Ceci explique cela que tu vas me dire, là, mais pour le prix que ça coûte et le service que ça donne... C'est quoi les alternatives à ce moment-là? Bien, d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des initiatives très, très rapides. Tu as entendu parler du réseau de voies, de voies réservées un peu partout au Québec que M. Bonnardel a lancé. Bien, on va avoir une des premières. Et puis, ça va être une troisième voie, une vraie voie réservée au centre de la 10, entre la 35 et la 30. Et avec ça, les autobus vont pouvoir se rendre puis autobus électriques, j'espère, vont pouvoir se rendre beaucoup plus rapidement à la porte du REM. Et ça va nous sauver du temps. Au bout, on va gagner du temps. Et puis, l'autre alternative, c'est dans le long terme. C'est qu'il faut revenir à des solutions de transport qui sont... certains ont évoqué le train. Il y a peut-être d'autres trains de banlieue. Bon, on n'est pas contre personne. Mais en attendant d'aller dans des projets à long terme, le gouvernement a dit on va faire deux choses. D'abord, il y a une voie sur accotement. Tu sais, quand on arrive de Montréal à Saint-Jean, il y a une voie sur accotement sur la 10, mais il n'y en a pas en allant à Montréal. Bon, ça, c'est réglé cet été. À l'automne, on n'en parlera plus. Mais la nouvelle voie réservée, ça va changer bien des choses avec un nouvel échangeur à la 35 et à la 10 et à la 30 et à la 10. Puis au bout de ça, il va y avoir encore d'autres voies réservées sur la 30. Bref, ça va tout changer le contexte. Et le projet de train du maire Laplante via la Prairie? On en a parlé. Je suis pas contre. Moi, je suis pas contre aucun projet qui va nous donner le genre de service dont on a besoin pour faire de Saint-Jean un point de chute ou un point de départ vers la métropole plus efficace. Est-ce que c'est le train de la Prairie? Est-ce que c'est un train, d'autres ont dit, on pourrait l'emmener au REM du 10-30? Est-ce que c'est juste le train existant qui rentre direct à Montréal, pas par la Prairie? Tu sais, il y a plusieurs options et plusieurs hypothèses. Moi, je vais écouter tous ceux qui vont m'en parler, puis je vais les accompagner. Le ministère des Transports ne nous a pas dit, vous n'aurez pas le REM pour organiser avec vos troupes. Ils nous ont dit, on ne peut pas faire le REM, mais on peut faire les voies réservées. On va les faire. Puis pour le reste, on en parle. Louis Lemieux, merci beaucoup. Hey, il va falloir qu'on se reparle. Là. Ça faisait longtemps. Tu as manqué ta shot avec le REM, toi. Là. Non, je voulais... Les gens ont eu le temps de s'exprimer sur le sujet. J'attendais. C'est pour ça que j'ai posé la question à la fin. Non, c'est parce que tu lisais mon Facebook et tu as tout compris. C'est pour ça bon. aussi. Merci beaucoup. Restez avec nous au retour. Salut tout le monde. Le mot de la fin. Restez là. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu est toujours là pour vous aider, vous accompagner. Il y a des activités, on s'est adapté avec la pandémie, beaucoup de trucs en virtuel. Là, il y a des thématiques ces temps-ci, l'alimentation, le vieillissement. Il y a beaucoup de proches aidants aussi. C'est nouveau dans la société, la proche aidance, il faut en parler. Bref, contactez les gens du Centre de femmes du Haut-Richelieu pour vous accompagner. À demain. Bye-bye.